On est à l'été, au printemps-été 79. Euh, donc, c'est une période assez difficile pour moi parce que personne ne se souvient de ça, mais il y a eu 6 mois de grève d'autobus à Québec. Donc, moi j'habitais à Limoilou. Donc c'était pas évident d'aller de Limoilou à l'université Laval sur le pouce. À cette époque-là, mon épouse Charlotte est partie travailler à Bécomo au niveau conseillère autochtone. Donc on a été séparés. C'était une période difficile, avec peu d'argent, où je me rappelle que je montais à Bécomo en autobus avec un gros sac de marin plein des copies d'étudiants en anthropologie à corriger. Donc c'était une période où j'ai fait une grosse dépression. Et en fait, j'étais pas retourné non plus en France depuis 76. Donc, c'était quand même une coupure assez importante. Et puis, bon, donc période de remise en question, quand même de séparation, puis d'interrogation aussi sur mon couple. Qui m'amène à décider de retourner en France, au moins pour une pause. Ce que je fais, puis finalement, je retrouve toute ma bande de copains à Paris, et je fais le constat que j'ai l'impression qu'ils ont strictement pas bougé depuis que je suis parti. Et ça me fouette un peu, puis ça me décide de revenir, même si je ne suis pas remis véritablement. Et en arrivant, je fais la jonction avec ce que je disais tout à l'heure. Mon coloc Martin Boudreau, qui était également militant là dans le mouvement et qui venait d'être embauché à l'Office des personnes handicapées. Même il m'attend à l'aéroport. Il ne m'a pas dit qu'il venait, alors je le rate. Mais tout ça, c'était pour me dire qu'il m'avait, pistonné à l'Office des personnes handicapées pour avoir une entrevue. Donc, c'est ça. Donc, j'ai obtenu cette entrevue et j'ai obtenu l'emploi. Donc, je déménage à Drummondville et très rapidement, je suis en charge du développement de la recherche. Et l'Office des personnes handicapées, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une création de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, et un de leurs mandats immédiats, c'est de faire une espèce de portrait de situation des personnes handicapées au Québec, et pour en arriver éventuellement à un plan d'action ou à une politique sur tous les volets de la question du handicap. Alors, la première chose qui se pose là au service de la recherche, je suis rejoint par 2 sociologues, donc à cette époque-là, donc, c'est de savoir c'est qui ça les personnes handicapées. Il n'y a pas de définition, on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas qui c'est. Donc, c'est-à-dire
on a des représentations, on pense qu'on sait quelque chose, hein, mais on n'a aucune idée, il n'y a pas de recensement. Donc, je rencontre très rapidement la question conceptuelle de définition de qui est handicapé. Et ça m'amène dans quelque chose dont je pense que je ne suis jamais sorti, que j'appelle la nébuleuse du handicap. C'est d'identifier qui est dedans, puis qui n'est pas dans la catégorie personne handicapée. Et donc on commence à travailler, puis à regarder la littérature par rapport à ça pour s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose. Et ça m'amène à regarder les travaux qui sont très très peu connus à l'époque, mais de l'Organisation mondiale de la santé. Alors pour faire une histoire courte, l'OMS est créée en 1948, donc après la guerre avec les Nations Unies. Et une des premières choses que l'OMS va faire, c'est une classification internationale des diagnostics médicaux, qu'on appelle la classification internationale des maladies. Cette classification internationale des maladies, elle prend son origine dans ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure à l'époque de l'urbanisation. La ville, elle amène le problème de l'hygiène publique, de la santé publique. Donc, c'est intéressant de savoir que l'origine de l'identification des maladies ou des épidémies qui pouvaient sévir dans les milieux urbains, au départ, c'est une réflexion de statisticiens au niveau démographique, mais dans la perspective de compréhension des causes d'épidémies. Hein. Donc, ce qui a amené les premières nomenclatures de type de pathologie. À l'origine, c'est pas médical, c'est dans la perspective de la santé publique là, qui est en train de naître, mais c'est d'abord statistique, hein, donc pour identifier les caractéristiques des populations pour faire des recensements puis mettre ça en lien avec les grandes épidémies. Ça, c'est fin du 19e siècle. Quand l'OMS arrive, on en est déjà, je pense, à, pas dire de bêtises, mais en tout cas à la 6e classification des maladies. Actuellement, on en est à la 10e. Ça se renouvelle à peu près tous les 10 ans. Puis c'est le langage médical, finalement. C'est le langage par lequel les médecins peuvent communiquer entre eux. Antérieurement, il y avait déjà des classifications qui étaient plus locales ou sectorielles selon des spécialités et tout ça, mais il n'y avait pas d'harmonisation, de catégorisation, de classification harmonieuse pour assurer la communication au niveau international, puis au niveau mondial et à l'intérieur de toute la discipline médicale. Je vous explique ça parce que les classifications diagnostiques en général, c'est très centré sur les maladies aiguës, hein, donc je sais pas moi, tout ce qui peut en fait être lié à la mortalité, hein, donc alors que dans les années d'après-guerre, il y a eu des progrès très importants sur le plan thérapeutique. Il y a eu des avancées très importantes sur le plan de la salubrité, sur le contrôle des infections, sur l'amélioration au niveau des eaux, de la nourriture, en tout cas des conditions de vie, et
qui ont amené ce qu'on appelle la morbidité. C'est-à-dire que les gens meurent de moins en moins, mais vont vivre avec des conditions chroniques, donc des séquelles de leurs problèmes qui vont les affecter dans leur quotidien. Puis ça rejoint beaucoup, justement, la notion de handicap, parce que qu'est-ce que le handicap en tant que tel? C'est une atteinte au niveau du corps, que ce soit anatomique ou physiologique. Donc c'est une déficience, une atteinte corporelle, une dysfonction corporelle, mais qui va entraîner des limites au niveau fonctionnel, c'est-à-dire pour voir, pour entendre, pour comprendre. Donc là, c'est plus la traduction d'une déficience corporelle, mais dans la fonctionnalité, dans les capacités des personnes. Et ces éléments de capacité des personnes, ça va avoir des conséquences au niveau social. C'est-à-dire que ça va éventuellement mettre les personnes dans des situations de désavantage pour aller à l'école, pour travailler, dans leurs relations sociales, dans leur communication. Donc, c'est la compréhension de la dimension sociale du handicap. Alors, ce que je vous explique là, c'est à la base d'une nouvelle conceptualisation qui va être menée par un bonhomme qui s'appelle Philip Wood, qui va être engagé par l'OMS dans les années 70 pour faire un complément à la classification internationale des maladies, et puis qui va s'appeler la classification, ça ne l'est pas encore quand il l'a fait, là, mais ça va devenir la classification internationale des déficiences, incapacités et handicap. Okay? Donc une conceptualisation tridimensionnelle que je viens de vous expliquer et qui devient la base de la définition de ce qu'est une personne handicapée. Alors c'est très important ce que je vous dis là, parce que le handicap, c'est pas juste des altérations ou des atteintes corporelles ou anatomiques ou par exemple être amputé ou une atteinte de lésion médulaire ou avoir une absence d'audition et tout ça. C'est aussi le volet fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? C'est le mouvement, c'est l'action, donc c'est tout le volet des capacités. Mais l'innovation de Philip Wood, qui est en fait un épidémiologiste rhumatologue, mais qui a une conscience sociale parce qu'il est spécialiste des personnes avec arthritiques, et puis il constate que ces personnes arthritiques tombent dans la pauvreté. Donc il a une conscience il amène la dimension des conséquences sociales d'avoir des incapacités par la perte de travail, par les coûts supplémentaires qui peuvent être reliés pour l'accès à des services, pour rester à domicile et tout cela. Donc il amène cette dimension sociale. Donc c'est ça qu'on trouve un petit peu à l'Office, nous, à cette époque-là, c'est qu'il y a ces travaux-là qui sont tout neufs, là, parce que cette classification-là va être adoptée par l'OMS en 1980. Et ça nous amène, moi ça m'amène à développer ma réflexion conceptuelle. Là, tout à l'heure j'ai parlé plus des éléments plus d'évolution
du regard, des représentations sociales, de la normalité et de l'émergence plus de mouvements. Mais là, je commence à réfléchir sur la conceptualisation du handicap. Et dans une perspective d'abord de définition des personnes handicapées, comme je le disais. Puis là, donc, on arrive à dire que qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée? D'abord, il faut que la personne elle ait des déficiences, donc des physiques, intellectuelles qui sont significatives, là, c'est-à-dire mais aussi qui durent dans le temps, donc qui persistent, qui se maintiennent, qui vont les limiter dans leur capacité à se déplacer, à manger, à voir, à entendre. Et ce qu'il y a de très important dans la perspective du développement d'une politique, c'est que ces incapacités-là vont engendrer des besoins pour l'accès à l'éducation, au soutien des familles, au travail, aux loisirs, au transport, à l'accessibilité. Puis là, tout d'un coup, on est parti du handicap, puis on arrive en fait à mettre en jeu l'ensemble des dimensions d'une société qui sont interrogées par la question des personnes qui ont des caractéristiques fonctionnelles différentes et pour lesquelles on doit mettre en place soit des ajustements, des programmes, des modifications qui vont leur permettre de pouvoir vivre une vie ordinaire. Donc là, je n'ai pas encore abordé ça sous l'angle des droits, mais finalement, c'est à ça qu'on va arriver, c'est-à-dire pour que les personnes puissent exercer leurs droits humains, leurs droits à la vie ordinaire, il va falloir qu'il y ait une reconnaissance de leur réalité dans une diversité de dimensions sociales. Donc, c'est ça qui m'amène à aller plus loin au niveau des classifications. Alors, un des défauts qu'il y a dans la classification de l'OMS, même si c'est un gros progrès, c'est que elle se présente un petit peu comme suit, c'est-à-dire elle est déterministe, elle se présente comme une relation de cause à effet. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'approche de Wood et de l'OMS, on dit la personne, elle a un défaut, ce défaut-là, il entraîne une limitation fonctionnelle, et la limitation fonctionnelle, elle est la cause du désavantage. Mais on ne met pas en scène la société. On ne met pas en scène le contexte. C'est comme si le destin des personnes qui ont des anomalies, c'est d'être des exclus finalement. C'est que l'explication de l'exclusion est ancrée dans le biomédical. Elle est ancrée dans le défaut humain. Alors, c'est ça, moi, qui va m'interroger dans ma perspective anthropologique, c'est l'absence de la société. C'est-à-dire qu'il y a un très gros progrès parce que tout d'un coup, on comprend le handicap en lui donnant une dimension sociale, c'est-à-dire de situation sociale, de situation d'exclusion. Mais au lieu de se retourner vers l'organisation sociale, vers la société, on l'ancre comme un déterminisme lié à au défaut humain, quoi.
Donc, c'est une sorte d'essentialisme, finalement. Donc, c'est ce qui va m'interroger. Puis, c'est aussi ce qui nous amène au niveau de notre petite équipe de l'Office des personnes handicapées à contester, à être critique de ce modèle-là et à développer une approche où on dit, ben non, il faut inclure dans cette conceptualisation ce qu'on appelle l'environnement, les facteurs environnementaux, que ce soit les facteurs sociaux, économiques, culturels, ou aussi les facteurs physiques en termes d'environnement naturel, d'environnement bâti, d'infrastructures, de technologie. Puis là, on rejoint en fait toutes les dimensions finalement d'une perspective sociale, d'une perspective sociétale. Alors ça, c'est à la base de mon intérêt qui va déboucher sur ma thèse de doctorat, où je vais vraiment là rentrer dans le développement des connaissances, donc une approche socio-historique et tout ça, donc pour comprendre le développement des connaissances. Et puis là, ça va m'amener à rentrer carrément moi-même, là, pas simplement d'être un élément de critique ou un peu savant, là, mais à rentrer carrément dans la dynamique des classifications de l'OMS, là, comme partie prenante. Là, puis je vais rentrer comme expert là-dedans. Et mon objectif, ça va être de sortir du modèle biomédical et puis d'amener la dimension environnementale au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, une première étape, ça c'est l'aspect, je dirais, définition. En même temps, on sort de cette définition un cadre de référence plus pour la planification des politiques, parce que notre mandat, c'est de faire un portrait de situation, puis de développer ce qu'on appelle une politique d'ensemble. C'était la mode à l'époque, là, une politique d'ensemble sur les handicaps. Puis là, je me retrouve à la tête d'une immense recherche-action, dont je vais être le coordonnateur. Ça va s'appeler l'opération vers une politique d'ensemble. Alors, juste pour vous donner une idée, là, moi j'ai 30 ans à peu près, à cette époque-là, avec mes grands cheveux longs. Et puis, on crée 17 tables ministérielles, 65 groupes de travail régionaux. On développe une méthodologie qui s'appelle l'adéquation des besoins et des ressources, et qui est basée un petit peu sur ce que je viens de vous dire, là, donc avec tout un développement. Puis moi, je me pointe devant tous ces gens-là, ministère après ministère, puis on leur donne la méthodologie à suivre pour en arriver à définir, à faire un portrait, un état de situation. Donc, et puis en plus, je suis français, là. Donc, une naïveté, puis un culot absolument incroyable. Mais je suis en position de le faire. Et pour un Français aussi, c'est une chose, je pense, qui est important à dire, c'est que le Québec, pour un Français, c'est des possibilités incroyables, parce qu'on donne la chance à un jeune d'être tout de suite en position de mener des projets d'envergure, d'être quasiment en position de direction,
chose qui est complètement inconcevable dans la société hiérarchisée française. Alors, de ce point de vue-là, c'est aussi une des raisons qui m'ont décidé à véritablement rester au Québec. Hein. Donc, c'est un potentiel dont la plupart des Québécois ne sont pas conscients, mais il y a une ouverture et puis des possibles ici au Québec qui n'existe pas dans les pays européens, en tout cas pas dans les pays francophones, France, Belgique, Suisse, tout ça qui sont engoncés dans un rapport d'autorité, et puis oui, on commence à faire quelque chose à 55 ans, quoi. Je dis c'est pas obligatoirement général, mais il y a une caractéristique du Québec qui est réelle de ce côté-là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai piloté cette recherche-action-là, où on est arrivé à des rapports dans chacun des secteurs pour identifier donc les difficultés ou les obstacles qui pouvaient être rencontrés par les personnes handicapées dans chacun de ces secteurs-là. Et ça nous a amené à un immense rapport qui a donné la base, je vais vous expliquer un petit peu après, mais de ce qui va devenir la politique québécoise à part égale qui sera adoptée en 1984.